Bonjour, aujourd'hui on va lire les chapitres 21, 22 et 23. La note secrète. Car tout ce que je raconte, je l'ai vu, et si j'ai pu me tromper en le voyant, bien certainement je ne me trompe point en vous le disant. Lettre à l'auteur. Le marquis le fit appeler. Monsieur de la Mole semblait rajeuni, son œil était brillant. « Parlons un peu de votre mémoire, dit-il à Julien. On dit qu'elle est prodigieuse. Pourriez-vous apprendre par cœur 4 pages et aller les réciter à Londres, mais sans changer un mot ?» Le marquis chiffonnait avec humeur la quotidienne du jour et cherchait en vain à dissimuler un air fort sérieux et que Julien ne lui avait jamais vu, même lorsqu'il était question de procès frilaires. Julien avait déjà assez d'usage pour sentir qu'elle devait paraître tout à fait dupe du ton léger qu'on lui montrait. Ce numéro de la quotidienne n'est peut-être pas fort amusant, mais si monsieur le marquis le permet, demain matin j'aurai l'honneur de le lui réciter tout entier. Quoi? Même les annonces? Fort exactement, et sans qu'il y manque un mot. M'en donnez-vous votre parole? Reprit le marquis avec une gravité soudaine. Oui, monsieur, la crainte d'y manquer pourrait seule troubler ma mémoire. C'est que j'ai oublié de vous faire cette question hier. Je ne vous demande pas, vous, votre serment de ne jamais répéter ce que vous allez entendre. Je vous connais trop pour vous mener dans un salon où se réuniront 12 personnes. Vous tiendrez note de ce que chacun dira. Ne soyez pas inquiets, ce ne sera point une conversation confuse. Chacun parlera à son tour, je ne veux pas dire avec ordre, ajouta le marquis en reprenant l'air fin et léger qui lui était si naturel. Pendant que nous parlerons, vous écrirez une 20aine de pages. Vous reviendrez ici avec moi, nous réduirons ces 20 pages à 4. Ce sont ces 4 pages que vous me réciterez demain matin, au lieu de tout le numéro de la quotidienne. Vous partirez aussitôt après. Il faudra courir la poste comme un jeune homme qui voyage pour ses plaisirs. Votre but sera de n'être remarqué de personne. Vous arriverez auprès d'un grand personnage. Là, il vous faudra plus d'adresse. Il s'agit de tromper tous ceux qui l'entourent. Car parmi ses secrétaires, parmi ses domestiques, il y a des gens vendus à nos ennemis qui guettent nos agents au passage pour les intercepter. Vous aurez une lettre de recommandation insignifiante. Au moment où son Excellence vous regardera, vous tirerez à ma montre que voici et que je vous prête pour le voyage. Prenez-la sur vous. C'est toujours autant de fait. Donnez-moi la vôtre. Le duc lui-même daignera écrire sous votre dictée les 4 pages que vous aurez apprises par cœur. Cela fait, mais non plus tôt, remarquez bien, vous pourrez, si son Excellence vous interroge, raconter la séance à laquelle vous allez assister. Ce qui vous empêchera de vous ennuyer le long du voyage, c'est qu'entre Paris et la résidence du ministre, il y a des gens qui ne demanderaient pas mieux que de tirer un coup de fusil à monsieur l'abbé Sorel. Alors sa mission est finie et je vois un grand retard, car mon cher, comment saurons-nous votre mort? Votre zèle ne peut pas aller jusqu'à nous en faire part. Courez sur le champ acheter un habillement complet, reprit le marquis d'un air sérieux. Mettez-vous à la mode d'il y a 2 ans, il faut ce soir que vous ayez l'air un peu soigné. En voyage, au contraire, vous serez comme à l'ordinaire. Cela vous surprend. Votre méfiance devine? Oui, mon ami. Un des vénérables personnages que vous allez entendre opiner est fort capable d'envoyer des renseignements au moyen desquels on pourra bien vous donner au moins de l'opium le soir, dans quelque bonne auberge où vous aurez demandé à souper. Il vaut mieux, dit Julien, faire 30 lieues de plus et ne pas prendre la route directe. Il s'agit de Rome, je suppose. Le marquis prit un air de hauteur et de mécontentement que Julien ne lui avait pas vu à ce point depuis Bray-le-Haut. « C'est ce que vous serez, monsieur, quand je jugerai à propos de vous le dire. Je n'aime pas les questions. Ceci n'en était pas une, reprit Julien avec effusion. Je vous le jure, monsieur, je pensais tout haut. Je cherchais dans mon esprit la route la plus sûre. Oui, il paraît que votre esprit était bien loin. N'oubliez jamais qu'un ambassadeur et de votre âge encore ne doit pas avoir l'air de forcer la confiance. Julien fut très mortifié. Il avait tort. Son amour-propre cherchait une excuse et ne la trouvait pas.
Comprenez donc, ajouta monsieur de la Mole, que toujours on en appelle à son cœur quand on a fait quelque sottise. Une heure après, Julien était dans l'antichambre du marquis avec une tournure subalterne, des habits antiques, une cravate d'un blanc douteux et quelque chose de cuistre dans toute l'apparence. En le voyant, le marquis éclata de rire et alors seulement la justification de Julien fut complète. Si jeune homme me trahit, se disait monsieur de la Mole, à qui se fier? Et cependant, quand on agit, il faut se fier à quelqu'un. Mon fils et ses brillants amis, de même acabit, ont du cœur, de la fidélité pour 100 000. S'il fallait se battre, ils périraient sur le marché du trône, ils savent tous, excepté ce dont on a besoin dans le moment. Du diable, si je vois un d'entre eux qui puisse apprendre par cœur 4 pages et faire un 100 lieues sans être dépisté. Norbert saurait se faire tuer comme ses aïeux, c'est aussi le mérite d'un conscrit. Le marquis tomba dans une rêverie profonde. Et encore, se faire tuer, dit-il avec un soupir, peut-être ce serait, le saurait-il aussi bien que lui. Montons en voiture, dit le marquis, comme pour chasser une idée importune. Monsieur, dit Julien, pendant qu'on m'arrangeait cet habit, j'ai appris par cœur la première page de la quotidienne d'aujourd'hui. Le marquis prit le journal, Julien récita sans se tromper d'un seul mot. Bon, dit le marquis, fort diplomate ce soir-là, pendant ce temps, ce jeune homme ne remarque pas les rues par lesquelles nous passons. Ils arrivèrent dans un grand salon d'assez triste apparence, un parti boisé et un parti tendu de velours vert. Au milieu du salon, un laquais, réfrogné, achevait d'établir une grande table à manger, qui changea plus tard en table de travail. En moyen d'un immense tapis vert, tout taché d'encre, dépouille de quelques ministères. Le maître de la maison était un homme énorme, dont le nom ne fut point prononcé. Julien lui trouva la physionomie et l'éloquence d'un homme qui digère. Sur un signe du marquis, Julien était resté au bas bout de la table. Pour se donner une contenance, il se mit à tailler des plombs. Il compta du coin de l'œil 7 interlocuteurs, mais Julien ne les apercevait que par le dos. 2 lui parurent adresser la parole à monsieur de la Mole sur le ton de l'égalité, les autres semblaient plus ou moins respectueux. Un nouveau personnage entra sans être annoncé. Ceci est singulier, pensa Julien. On n'annonce point dans ce salon. Est-ce que cette précaution serait prise en mon honneur? Tout le monde se leva pour recevoir le nouveau venu. Il portait la même décoration extrêmement distinguée que 3 autres des personnes qui étaient déjà dans le salon. On parlait assez bas. Pour juger le nouveau venu, Julien fut réduit à ce que pouvaient lui apprendre ses traits et sa tournure. Il était court, épais, haut en couleur, l'œil brillant et sans expression autre qu'une méchanceté de sanglier. L'attention de Julien fut vivement distraite par l'arrivée presque immédiate d'un être tout différent. C'était un grand homme très maigre et qui portait 3 ou 4 gilets. Son œil était caressant, son geste poli. C'est toute la physionomie du vieil évêque de Besançon, pensa Julien. Cet homme appartenait évidemment à l'Église. Il n'annonçait pas plus de 50 à 55 ans. On ne pouvait pas avoir l'air plus paterne. Le jeune évêque d'Agde parut. Il eut l'air fort étonné, qu'en faisant la revue des présents, ses yeux arrivèrent à Julien. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis la cérémonie de Brélau. Son regard surpris, embarrassa et irrita Julien. Quoi donc? Se disait celui-ci, connaître un homme me tourna-t-il toujours un malheur? Tous ces grands seigneurs que je n'ai jamais vus ne m'intimident nullement, et le regard de ce jeune évêque me glace. Il faut convenir que je suis un être bien singulier et bien malheureux. Un petit homme extrêmement noir entra bientôt avec fracas et se mit à parler dès la porte. Il avait le teint jaune et l'air un peu fou. Dès l'arrivée de ce parleur impitoyable, des groupes se formèrent apparemment pour éviter la nuit de l'écouter. En s'éloignant de la cheminée, on se rapprochait du bas bout de la table, occupée par Julien. Sa contenance devenait de plus en plus embarrassée, car enfin quelques efforts qu'il fit, il ne pouvait pas ne pas entendre, et quelque peu d'expérience qu'il eut, il comprenait toute l'importance des choses dont on parlait sans aucun déguisement. Et combien de hauts personnages qu'il avait apparemment sous les yeux devaient tenir à ce qui resta secrète.
Déjà, le plus lentement possible, Julien avait taillé une vingtaine de plumes. Ses trousseaux allaient lui manquer. Il cherchait en vain un ordre dans les yeux de M. de la Mole. Le marquis l'avait oublié. Ce que je fais est ridicule, se disait Julien en taillant ses plumes, mais des gens à physionomie aussi médiocre et chargés, par d'autres ou par eux-mêmes de si grands intérêts, doivent être fort susceptibles. Mon malheureux regard a quelque chose d'interrogatif et de peu respectueux, qui sans doute les piquerait. Si je baisse décidément les yeux, j'aurai l'air de faire collection de leurs paroles. Son embarras était extrême. Il entendait de singulières choses. Chapitre 22. La discussion. La République, pour un, aujourd'hui, qui sacrifierait tout au bien public, il en est des milliers et des millions qui ne connaissent que leur jouissance, leur vanité. On est considéré à Paris à cause de sa voiture et non à cause de sa vertu. Napoléon, mémorial. Le laquais entra précipitamment en disant « Monsieur le duc de... » « Taisez-vous, vous n'êtes qu'un sot, » dit le duc en entrant. Il dit si bien ce mot avec tant de majesté que, malgré lui, Julien pensa que savoir se fâcher contre un laquais était toute la science de ce grand personnage. Julien leva les yeux et les baissa aussitôt. Il avait si bien deviné la portée du nouvel arrivant qu'il trembla que son regard ne fût une indiscrétion. Ce duc était un homme de 50 ans, mais comme un dandy et marchant par ressort. Il avait la tête étroite, avec un grand nez, un visage busqué et tout en avant, et il lui était difficile d'avoir l'air plus noble et plus insignifiant. Son arrivée détermina l'ouverture de la séance. Julien fut vivement interrompu dans ses observations physionomiques par la voix de M. de la Mole. « Je vous présente M. l'abbé Sorel, » disait le marquis. « Il est doué d'une mémoire étonnante. Il n'y a qu'une heure que je lui ai parlé de la mission dont il pouvait être honoré, et afin de donner une preuve de sa mémoire, il a appris par cœur la première page de la quotidienne. « Ah, les nouvelles étrangères de ce pauvre N, dit le maître de la maison. Il prit le journal avec empressement et regardant Julien d'un air plaisant, à force de chercher à être important, « Parlez, monsieur, lui dit-il. » Le silence était profond, tous les yeux fixés sur Julien, et récita si bien qu'au bout de 20 lignes, « Il suffit, dit le duc. » Le petit homme au regard de sanglier s'assit. Il était le président, car à peine en place, il montra à Julien une table de jeu et lui fit signe de la porter auprès de lui. Julien s'y établit avec ce qu'il faut pour écrire et compta 12 personnes assises autour du tapis vert. « Monsieur Sorel, » dit le duc, « retirez-vous dans la pièce voisine, on vous fera appeler. » Le maître de la maison prit l'air fort inquiet. « Les volets ne sont pas fermés, dit-il à demi bas à son voisin. « Il est inutile de regarder par la fenêtre, cria-t-il sottement à Julien. « Me voici fourré dans une conspiration, tout au moins, pensa celui-ci. Heureusement, elle n'est pas de celles qui conduisent en place de grève. Quand il y aura du danger, je dois cela, et plus encore au marquis. Heureux s'il m'était donné de réparer tout le chagrin que mes folies peuvent lui causer un jour. » Tout en pensant à ses folies et à son malheur, il regardait les lieux de façon à ne jamais les oublier. Il se souvint alors seulement qu'il n'avait point entendu le marquis dire au laquais le nom de la rue, et le marquis avait fait prendre un fiacre, ce qui ne lui arrivait jamais. Longtemps Julien fut laissé à ses réflexions. Il était dans un salon tendu en velours rouge avec de larges galons d'or. Il y avait sur la console un grand crucifix en ivoire, et sur la cheminée le livre du pape de M. de Maistre, doré sur tranche et magnifiquement relié. Julien l'ouvrit pour ne pas avoir l'air d'écouter. De moment à moment, on parlait très haut dans la pièce voisine. Enfin, la porte s'ouvrit, on l'appela. « Songez, messieurs, disait le président, que de ce moment nous parlons devant le duc de... » Monsieur, dit-il en montrant Julien, est un jeune lévite dévoué à notre sainte cause et qui redira facilement, à l'aide de sa mémoire étonnante, jusqu'à nos moindres discours. La parole est à monsieur, dit-il en indiquant le personnage à l'air paterne et qui portait 3 ou 4 gilets. Julien trouva qu'il lui était plus naturel de nommer le monsieur au gilet. Il prit du papier et écrivit beaucoup.
Ici, l'auteur eût voulu placer une page de points. Cela aura mauvaise grâce, dit l'éditeur, et pour un écrit aussi frivole, manquer de grâce, c'est mourir. La politique, reprend l'auteur, est une pierre attachée au cou de la littérature et qui, en moins de 6 mois, la submerge. La politique au milieu des intérêts d'imagination, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert. Ce bruit est déchirant sans être énergique. Il ne s'accroche avec le son d'aucun instrument. Cette politique va offenser mortellement une moitié de lecteurs et ennuyer l'autre qui l'a trouvé bien autrement spécial et énergique dans le journal du matin. Si vos personnages ne parlent pas politique, reprend l'éditeur, ce ne sont plus des Français de 1830 et votre livre n'est plus un miroir, comme vous en avez la prétention. Le procès-verbal de Julien avait 26 pages. Voici un extrait bien pâle, car il a fallu, comme toujours, supprimer les ridicules dont l'excès eût semblé odieux ou peu vraisemblable. Voir la Gazette des tribunaux. L'homme au gilet à l'air paterne, c'était un évêque, peut-être souriant souvent, et alors ses yeux, entourés de paupières flottantes, prenaient un brillant singulier et une expression moins décise que de coutume. Ce personnage que l'on faisait parler le premier, devant le duc, mais quel duc se disait Julien, apparemment pour exposer les opinions et faire les fonctions d'avocat général. Parut à Julien tombé dans l'incertitude et l'absence de conclusion décidée que l'on reproche souvent à ces magistrats. Dans le courant de la discussion, le duc alla même jusqu'à le lui reprocher. Après plusieurs phrases de morale et d'indulgence, philosophe l'homme au gilet dit « La noble Angleterre, guidée par un grand homme, l'immortel Pitt, a dépensé 40 milliards de francs pour contrarier la Révolution. Si cette assemblée me permet d'aborder avec quelque franchise une idée triste, l'Angleterre ne comprit pas assez avec un homme tel que Bonaparte, quand surtout on n'avait à lui opposer qu'une collection de bonnes intentions et il n'y avait de décisif que les moyens personnels. « Ah, encore l'éloge de l'assassinat, dit le maître de la maison d'un air inquiet. Faites-nous grâce de vos homélies sentimentales, s'écria avec l'humeur le président, son œil de sanglier brilla d'un état féroce. Continuez, dit-il à l'homme au gilet. Les joues et le front du président devinrent pourpres. La noble Angleterre, reprit le rapporteur, est écrasée aujourd'hui, car chaque Anglais, avant de payer son pain, est obligé de payer l'intérêt des 40 milliards de francs qui furent employés contre les Jacobins. Elle n'a plus de Pitt. Elle a le duc de Wellington, dit un personnage militaire qui prit l'air fort important. De grâce, silence, messieurs, s'écria le président. Si nous disputons encore, il aura été inutile de faire entrer monsieur Sorel. On sait que monsieur a beaucoup d'idées, dit le duc d'un air piqué en regardant l'interrupteur ancien général de Napoléon. Julien vit que ce mot faisait allusion à quelque chose de personnel et de fort offensant. Tout le monde sourit. Le général transfuge parut outré de colère. Il n'y a plus de Pitt. Messieurs, reprit le rapporteur, de l'air découragé d'un homme qui désespère de faire entendre raison à ceux qui l'écoutent. Y eut-il un nouveau Pitt en Angleterre? On ne mystifie pas 2 fois une nation par les mêmes moyens. C'est pourquoi un général vainqueur en Bonaparte est désormais impossible en France, s'écria l'interrupteur militaire. Pour cette fois, ni le président ni le duc n'osèrent se fâcher, quoique Julien crut lire dans leurs yeux qu'ils en avaient bonne envie. Ils baissèrent les yeux et le duc se contenta de soupirer de façon à être entendu de tous. Mais le rapporteur avait pris de l'humeur. « On est pressé de me voir finir, dit-il avec feu. Et en laissant tout à fait de côté cette politesse souriante et ce langage plein de mesure que Julien croyait l'expression de son caractère, on est pressé de me voir finir. On me tient nul compte des efforts que je fais pour n'offenser les oreilles de personne, de quelque longueur qu'elles puissent être. Eh bien, monsieur, je serai bref. Et je vous dirai en parole bien vulgaire, l'Angleterre n'a plus un sou au service de la bonne cause. Pitt lui-même reviendrait qu'avec tout son génie
Ils ne parviendraient pas à mystifier les petits propriétaires anglais car ils savent que la brève compagnie de Waterloo leur a coûté à elle seule 1 milliard de francs. Puisque l'on veut des phrases nettes, ajouta le rapporteur en s'animant de plus en plus, je vous dirai, aidez-vous vous-même, car l'Angleterre n'a pas une guinée à votre service. Et quand l'Angleterre ne paye pas, l'Autriche, la Russie, la Prusse, qui n'ont que du courage et pas d'argent, ne peuvent faire contre la France plus d'une campagne ou deux. L'on peut espérer que les jeunes soldats rassemblés par les jacobinismes seront battus à la première campagne. À la seconde peut-être. Dussé-je passer pour un révolutionnaire à vos yeux prévenus? À la troisième, vous aurez les soldats de 1794 qui n'étaient plus les paysans enrégimentés de 1792. Ici, l'interruption partit de 3 ou 4 points à la fois. Monsieur, dit le président à Julien, allez mettre au net dans la pièce voisine le commencement de procès-verbal que vous avez écrit. Julien sortit à son grand regret. Le rapporteur venait d'aborder des probabilités qui faisaient le sujet de ses méditations habituelles. Ils ont peur que je ne me moque d'eux, pensa-t-il. Quand on le rappela, M. de la Mole disait avec un sérieux qui, pour Julien, qui le connaissait, semblait bien plaisant. Oui, messieurs, c'est surtout de ce malheureux peuple qu'on peut dire. Serait-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu, s'écrie le fabuliste. C'est à vous, messieurs, c'est à vous, messieurs, que semble appartenir ce mot si noble et si profond. Agissez par vous-même et la noble France réparera telle à peu près que nos aïeux l'avaient faite et que nos regards l'ont encore vue avant la mort de Louis XVI. L'Angleterre, ces nobles lords du moins, exècrent autant que nous l'ignoble jacobinisme, sans l'or anglais. L'Autriche, la Russie, la Prusse ne peuvent livrer que 2 ou 3 batailles. Cela suffira-t-il pour amener une heureuse occupation, comme celle que M. de Richelieu gaspilla si bêtement en 1817? Je ne le crois pas. Ici, il y eut une interruption, mais étouffée par le chute de tout le monde. Elle partait encore de l'ancien général impérial, qui désirait le cordon bleu et voulait marquer parmi les rédacteurs de la note secrète. Je ne le crois pas, reprit M. de la Mole après le tumulte. Il insista sur le jeu, avec une insolence qui charma Julien. Voilà du bien joué, se disait-il, tout en faisant voler sa plume presque aussi vite que la parole du marquis. Avec un mot bien dit, M. de la Mole anéantit les 20 campagnes de ce transfuge. Ce n'est pas à l'étranger tout seul, continua le marquis du ton le plus mesuré, que nous pouvons devoir une nouvelle occupation militaire. Toute cette jeunesse qui fait des articles incendiaires dans le Globe vous donnera 3 ou 4 000 jeunes capitaines, parmi lesquels peut se trouver un Kléber, un Hoche, un Jourdain, un Pichegru, mais moins bien intentionnés. Nous n'avons pas su lui faire de la gloire, dit le président. Il fallait le maintenir immortel. Il faut enfin qu'il y ait en France 2 partis, reprit M. de la Mole. Mais 2 partis, non pas seulement de nom, 2 partis bien nets, bien tranchés. Sachons qu'il faut écraser d'un côté les journalistes, les électeurs, l'opinion, en un mot, la jeunesse et tout ce qui l'admire. Pendant qu'elle s'étourdit du bruit de ces vaines paroles, nous avons l'avantage, certain, de consommer le budget. Ici encore interruption. Vous, monsieur, dit monsieur de la Mole à l'interrupteur avec une hauteur et une aisance admirables, vous ne consommez pas, si le mot vous choque. Vous dévorez 40 000 francs portés au budget de l'État et 20 000 que vous recevez de la liste civile. Eh bien, monsieur, puisque vous m'efforcez, je vous prends hardiment pour exemple. Quand vous nobles aïeux qui suivirent sans lui à la croisade, vous devriez pour ces 120 000 francs nous montrer au moins un régiment, une compagnie, que dis-je, une demi-compagnie, ne fût-elle que de 50 hommes prêts à combattre et dévoués à la bonne cause, à la vie et à la mort. Vous n'avez que des laquais qui, en cas de révolte, vous feraient peur à vous-même. Le trône, l'autel, la noblesse peuvent périr demain.
Messieurs, tant que vous n'aurez pas créé dans chaque département une force de 500 hommes, dévoués, mais je dis dévoués, non seulement avec toute la bravoure française, mais aussi avec la constance espagnole. La moitié de cette troupe devra se composer de nos enfants, de nos neveux, de vrais gentilshommes enfin. Chacun d'eux aura à ses côtés non pas un petit bourgeois bavard prêt à arborer la concarde au tricolore à 6815 et se présente de nouveau, mais un bon paysan simple et franc comme Catalino. Notre gentilhomme l'aura endocriné, ce sera son frère, Dolé, si se peut. Que chacun que nous sacrifie le cinquième de son revenu pour former cette petite troupe dévouée de 500 hommes par département. Alors vous pourrez compter sur une occupation étrangère. Jamais le soldat étranger ne pénétrera jusqu'à Dijon seulement s'il n'est sûr de trouver 500 soldats ainsi dans chaque département. Les 3 étrangers ne vous écouteront que quand vous leur annoncerez 20 000 gentilshommes prêts à saisir les armes pour leur ouvrir les portes de la France. Ce service est pénible, direz-vous. Messieurs, notre tête est à ce prix. Entre la liberté de la presse et notre existence comme gentilshommes, il y a guerre à mort. Devenez les manufacturiers, des paysans, prenez votre fusil. Soyez timides si vous voulez, mais ne soyez pas stupides, ouvrez les yeux. Formez vos bataillons, vous dirai-je avec la chanson des Jacobins. Alors, il se trouvera quelque noble Gustave Adolphe qui, touché du péril éminent du principe monarchique, s'élancera à 300 lieues de son pays et fera pour nous ce que Gustave fit pour les princes protestants. Voulez-vous continuer à parler sans agir ? Dans 50 ans, il n'y aura plus en Europe que des présidents de république et pas un roi. Et avec ces 3 lettres R-O-I, s'en vont les prêtres et les gentilshommes. Je ne vois plus que des candidats faisant la cour à des majorités crottées. Vous avez beau dire que la France n'a pas en ce moment un général accrédité, connu et aimé de tous, que l'armée n'est organisée que dans l'intérêt du trône et de l'autel, qu'on lui a ôté tous les vieux troupiers, tandis que chacun des régiments prussiens et autrichiens compte 50 sous-officiers qui ont vu le feu. 200 000 gens appartenant à la petite bourgeoisie sont amoureux de la guerre. Trêve de vérité désagréable, dit d'un ton suffisant à un grave personnage apparemment fort avant dans les dignités ecclésiastiques, car M. de la Mole sourit agréablement au lieu de se fâcher, ce qui fut un grand signe pour Julien. Trêve de vérité désagréable et résumons-nous. Messieurs, l'homme à qui est question de couper une jambe gangrénée serait malvenu de dire à son chirurgien cette jambe malade est fort saine. Passez-moi l'expression, messieurs, le noble duc de est notre chirurgien. Voilà enfin le grand mot prononcé, pensa Julien. C'est vers le que je galoperai cette nuit. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va lire les chapitres 23, 24 et 25. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Ciao.